Donc bonjour, Bonjour. je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec vous aujourd'hui, Stéphanie, pour discuter de transformation digitale et de recrutement au sens large, puisque le recrutement, c'est à la fois un métier, une fonction de l'entreprise et une filière d'activité propre, qui sont tous les deux concernés au premier plan par la transformation digitale, depuis quelques années déjà. Oui. Et d'ailleurs, comme ça fait quelques années que c'est le cas, on voit de grands acteurs émerger ou décliner ou se faire remplacer à une échelle parfois assez rapide, comme les job boards par exemple. Oui. D'ailleurs, l'impression que ça donne, et vous nous direz après ce que vous en pensez, c'est que c'est parfois plus rapide que l'évolution des pratiques internes au sein des entreprises. Et j'ai envie de dire, sous un autre angle aussi, on peut avoir l'impression que les cabinets de chasseurs de tête se multiplient aussi, alors qu'on aurait pu croire que cette profession allait être très challengée par les services numériques. Donc, oui. Qu'en est-il en réalité? Et j'ai envie de dire, globalement, recrutement et digital, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui ne change pas? Voilà, je suis ravie de pouvoir bénéficier de votre parcours et de votre expérience pour discuter de tout ça. Merci beaucoup Yunma et entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc c'est un thème très intéressant et avec des réponses qui sont parfois différentes de ce que l'on peut penser. Donc Stéphanie Moles-Rota, comme on dit à l'international, ou Moll-Rota, comme on disait en France quand j'habitais en France. J'ai pensé espagnol, moi. Moles, c'est catalan. Ah, c'est catalan, c'est voilà. Catalan, donc on dit Moles-Rota. 48 ans, d'origine française, partie travailler aux Pays-Bas pour Philips à 22 ans. Donc en fait, ça fait plus longtemps que je suis au Benelux maintenant qu'en France. Mais j'ai toujours travaillé à l'international pendant plus de 25 ans dans des jobs de marketing et vente. Et je me suis fait chasser quand j'étais directeur marketing Europe chez Dell par un chasseur de tête. Donc c'était assez cocasse. Un gros chasseur de tête qui fait des postes internationaux en 2008, donc à l'aube de la crise. Entre le moment où je suis rentrée et 3 mois plus tard, le business s'effondrait à 200%. Donc j'ai appris le métier et j'ai démarré ma propre boîte en 2011, donc ça va faire maintenant 4 ans. Et maintenant on est 3, Alexandra Bali, ma collègue sur la France, ma partenaire sur la France, et on est 2 ici aux Pays-Bas. Certains de nos clients sont Samsung, Salesforce.com, Sephora. On fait 50% dans le high-tech, et high-tech ça va de consumer electronics jusqu'à software. On doit faire à peu près 30% dans le retail et 20% dans l'industriel en général. Donc du coup, voilà, j'allais vous dire, vous avez effectivement une expérience très large qui permet de répondre à ces questions sous plein d'angles. Mais du coup, pour commencer, j'ai quand même envie de vous demander, pour vous, quand on dit transformation digitale, et d'ailleurs je ne sais pas si ce terme est utilisé aux Pays-Bas, autant qu'il l'est aujourd'hui en France, ça signifie quoi concrètement pour vous? Vous avez envie de dire quoi sur le sujet? Alors pour moi, c'est plusieurs choses. La communication ultra rapide, c'est la première transformation, c'est-à-dire que la transformation digitale a permis de communiquer de façon beaucoup plus facile, rapide, avec des gens dans le monde entier. Donc le deuxième élément, c'est la globalisation, ce qui était absolument impossible même il y a 10 ans, ce qui a un impact aussi sur notre métier. Une rapidité décisionnaire parce que des outils d'information beaucoup plus pointus. Tout le monde parle de big data, je ne sais pas comment c'est traduit chez vous, big data. C'est pas traduit. C'est pas traduit, très bien. Ça sonne pas très bien. Flexibilité, transparence totale. Donc ça c'est quelque chose dans le métier de la chasse de tête auquel les gens ne s'attendaient pas. On entend souvent parler d'histoires de gens dont on fait qui ont dit qu'ils étaient malades sur Facebook alors qu'ils étaient en vacances. Enfin bon, il y a une transparence, on peut plus se cacher aujourd'hui, et de surinformation. Donc ça c'est vraiment sont les points les plus importants, et ça a eu un impact absolument incroyable sur le métier. Et du coup, oui, la transition va de soi. Si je vous dis recrutement et transformation digitale,
c'est quoi les sujets clés qui émergent pour vous, qui sont aujourd'hui des sujets de plus d'actualité? Déjà, la première chose à laquelle je pense, c'est tout de suite LinkedIn. Mais n'ayant pas travaillé avant, enfin, j'ai travaillé au début de la transformation digitale, donc pour moi, c'était tout à fait logique. En France, il y a Viadeo, il faut que les Français soient toujours un petit peu, un petit peu différents. Ce qui est marrant, c'est que Viadeo a une très forte percée en Chine. Donc c'est un peu comme le Minitel, hein, les Français arrivent quand même mais bon, LinkedIn au niveau mondial est quand même l'outil le plus utilisé. Donc c'est surtout des outils différents, des softwares qui sont incroyables, aussi bien en interne qu'en externe. Donc c'est la première chose à laquelle je pense, c'est-à-dire que la façon de recruter a énormément évolué. Ce qui n'a pas changé, c'est le temps qu'on doit passer avec un candidat. Que l'on passe un entretien comme on le fait maintenant en Skype, ou qu'on le fasse en face à face sur une terrasse de café ou dans son bureau, quoi qu'il arrive, il va falloir passer un moment certain avec un candidat, et ça on ne pourra jamais le changer. C'est comme les achats physiques de produits, on ne pourra pas mettre un jean virtuel. On peut avoir des cabines d'essayage virtuelles, mais il faudra quand même acheter le jean, sinon on se baladera tout nu. Alors, vous avez anticipé un peu ma question, mais du coup, ça va être l'occasion de creuser. J'allais vous demander en quoi le numérique a bouleversé les métiers et les secteurs et le secteur d'activité du recrutement, et est-ce que vous faites une différence entre les deux? C'est-à-dire, d'une part, le secteur d'activité qui recouvre les différents prestataires et fournisseurs de services de recrutement, dont les cabinets, et de l'autre, la fonction en entreprise, le rôle et les missions des RH ou les autres métiers concernés. Je trouve que ça devrait être assez intégré et je pense que ça le sera toujours, c'est complémentaire. Il est vrai qu'au début, il y a eu beaucoup de craintes du côté de la chasse de tête en disant il y a de plus en plus de recruteurs internes dans les sociétés. C'est vrai et c'est moins vrai. C'est-à-dire que depuis la crise, les sociétés font aussi très attention à leurs coûts fixes. Et toutes les fonctions support sont en général centralisées au niveau européen, au niveau international. Donc, quand ils ont besoin de baisser leur effectif, c'est les recruteurs qui passent en premier. Donc, ce ne sont pas forcément des postes qui sont à long terme. Ce qu'on voit beaucoup dans notre métier, c'est beaucoup de recruteurs temporaires. Parfois, nous, on est aussi utilisés comme des consultants pour faire du talent mapping, donc pour 3 mois, surtout dans les startups. Une boîte comme Salesforce nous a utilisés pendant 9 mois parce que ce sont des boîtes qui font du hyper-growth. Maintenant, à l'intérieur de la DRH, là où on voit, donc en entreprise, là où on voit une énorme transformation, c'est qu'avec la transformation digitale, les candidats qui sont recherchés sont surdemandés. Si demain je suis commercial chez Oracle et performant, je peux avoir 10 demandes de chasseurs de tête par semaine. D'accord, c'est pas mal. Des demandes d'Angleterre, des demandes des États-Unis, des demandes d'Inde, des demandes en France. Donc ce sont vraiment des professions qui sont énormément chassées. Et parfois pour des jobs qui les intéressent pas, où ils sont pas du tout en phase parce que de toute façon ils travaillent bien et ils n'ont pas l'intention de bouger. Donc ça crée un problème auquel les entreprises n'avaient pas pensé, c'est-à-dire qu'on a beau voir les candidats, ils finissent par deleter les mails comme dans le spam filter et on peut plus les toucher. Donc les boîtes en interne ont besoin de travailler sur leur marketing d'image et c'est plus seulement le marketing communication ressources humaines. J'ai vu Casino, le directeur des ressources humaines s'appelle maintenant directeur du relationnel humain. Donc c'est vraiment l'accompagnement d'un candidat et essayer d'attirer les candidats au bon moment avec presque des job marketing de réseaux sociaux pour essayer d'intéresser les candidats et les attirer vers la marque d'une entreprise. Pour réagir sur ce que vous disiez, est-ce que, par exemple, quand vous disiez que certains profils sont surchassés, est-ce que c'est la fonction elle-même qui, du coup, est surchassée et quelle que soit la personne, j'ai envie de dire, on va taper les mots-clés commercial, tel type de compte, Oracle, et on va trouver? Ou est-ce que c'est le fait de la personne
qui, en ayant des profils très bien présentés, etc., va créer une attirance, et à l'inverse, des gens qui savent moins bien utiliser les outils type LinkedIn seront défavorisés. Quel est le... Je pense qu'à 80%, on commence par les fonctions. Donc, j'avais regardé, parce que je trouvais ça quand même intéressant, j'avais creusé un petit peu, mais les fonctions qui sont les plus chassées sont les jobs techniques. Informaticien, mais aussi jobs techniques commerciaux software. Donc, la vente et les métiers de technologie. Et ça peut être technique dans l'énergie, par exemple, nouvelle énergie. Il fut un temps où les ingénieurs du pétrole n'arrivaient pas à trouver de job. Là, on en a pas assez. Ça peut être dans le médical. Donc, tout ce qui est secteur de pointe est très chassé. Et si en plus on est commercial dans ce domaine, alors là, on n'arrête pas. Par contre, le restant 10 à 20%, le digital rend les choses très superficielles. C'est-à-dire que c'est comme un tom-tom. Moi, je dis toujours, vous mettez Paris, vous mettez Amsterdam, on va vous dire comment y aller. Mais est-ce que ça va vous donner l'expérience que vous avez si vous vous baladez à vélo auprès d'un canal? Pas du tout. Ça vous dit, on va vous montrer des photos, ça va vous donner une idée, vous allez être mieux renseigné. Donc, en effet, si la photo est pas bonne, si on peut aider les candidats à mieux se positionner, et aujourd'hui, savoir comment se présenter sur LinkedIn ou Viadeo peut avoir un impact énorme sur le premier coup de fil ou le dernier coup de fil. Mais de toute façon, si on est dans un métier porteur, on sera chassé quoi qu'il arrive. D'accord. D'ailleurs, j'allais vous demander, pour vous, même si vous n'étiez pas recruteuse avant, mais vous étiez de l'autre côté de la barrière, donc quelles ont été les grandes vagues de changement ou d'innovation dans ce domaine du recrutement et du digital, que ce soit en termes d'outils, de services, de pratiques? Oui. Alors, par le passé, il faut savoir que c'est une industrie qui a 50 ans, donc qui en fait n'est pas du tout, qui est pas vieille du tout, qui a commencé aux États-Unis. Les noms des grandes boîtes comme Spencer Stuart, Heidrick & Struggles, Egon Zehnder, ce sont tous des noms de personnes qui ont démarré ça aux États-Unis pendant les 30 glorieuses, quand il y avait en effet pas assez de professionnels de haut niveau. Le haut de gamme de la chasse de tête, de façon assez marrante, est pas tellement touché. C'est-à-dire qu'il y a une baisse des jobs, mais il y a une augmentation du prix moyen de la chasse. Donc, un salaire au-dessus de 300 000 $, donc on parle vraiment du très haut de gamme, hein, on parle de C-level, est à 100% fait par les 4 grands cabinets de chasse de tête mondiaux. Mais en utilisant des outils digitaux ou en disant que ces profils ne sont même pas éventuellement sur LinkedIn ou autre Si, les profils sont de plus en plus sur LinkedIn, et des outils digitaux dans le software de base de données. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est plus globalisé. Donc, une boîte comme Spencer Stuart va avoir des bases de données internationales, souvent remises à jour par l'Inde, par exemple. Donc, en Inde, ils mettent les CV à jour et vous pouvez taper CEO Retail et vous regardez une recherche et vous pouvez travailler avec des collègues. Comme il n'y a pas assez de gens sur le marché, recruter un patron de Carrefour en Chine, ils vont chercher dans le monde entier en parallèle les candidats et en vidéoconferencing, ce qui était quelque chose qui n'était pas pensable il y a 50 ans. Ils vont placer, et ce sont des gens qui sont ultra mobiles. Donc les gens au-dessus d'un 200 KE de salaire, s'ils veulent continuer à évoluer au top niveau, doivent être ultra mobiles. Donc ils doivent demain pouvoir dire je m'en vais aux US ou je repars en Asie, ou c'est vraiment la b.a.-ba. Le niveau en dessous, là c'est très différent. Là, dans le niveau en dessous, notre industrie en effet, il y a eu une multiplication des boîtes de chasse de tête, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Beaucoup de petits cabinets, les boîtes avec des frais fixes. Donc avant, c'était vraiment, il y avait la secrétaire, on avait des bureaux, des locaux très
très chic, qui coûtaient très cher. Ce genre de boîtes, beaucoup ont fait faillite. Mais d'autres, qui sont beaucoup plus flexibles et agiles, par contre, continuent à très bien travailler avec un spécialisme très spécifique. Donc, spécialisé dans l'énergie éolienne, dans le software, dans des domaines porteurs. Donc ça, c'est vraiment les tendances qu'on a vues. Après, il faut vraiment... par le passé, en effet, les CV étaient imprimés. Aujourd'hui, on voit un changement. De plus en plus, j'ai des nouveaux candidats qui me disent « Mais CV, it's old fashion ». Ils veulent même plus envoyer un CV. Regardez mon LinkedIn. Si ça vous plaît pas, c'est la même chose. Des vidéos. Aux États-Unis, ils utilisent de plus en plus de vidéos. Aux États-Unis, il y a entre 50 et 78% des candidats qui sont embauchés par le canal digital. Le canal digital comme outil pour le recruteur ou directement comme outil pour l'interne, c'est-à-dire c'est... Les deux. D'accord. Les deux. Donc par Skype. En fait, à la limite, comme ils ont l'habitude de toute façon de pas forcément se voir parce que les distances peuvent être longues, ça peut se faire par Skype de A à Z. Hein, et il y a de plus en plus de développement software de recrutement internationaux pour des grosses boîtes comme BNP Paribas, comme DSM, donc c'est vraiment classique maintenant d'accepter de plus se voir forcément en face à face et même de signer comme DocuSign en digital. Ça, c'est vrai que ça doit... Je pense que ça doit dépendre des pays parce que bon, moi, je l'ai pas encore vu forcément en France, mais peut-être que ça commence à exister. Est-ce qu'il y a d'autres tendances ou comportements émergents que vous observez aujourd'hui dans ce domaine? Oui, alors on voit un gros écart entre les États-Unis et le reste de l'Europe, enfin l'Europe, l'Asie, et on voit d'énormes écarts entre les pays émergents et les pays surdéveloppés. Donc ça va dépendre aussi du taux de chômage. D'accord. Donc, si on regarde aux États-Unis ou en Allemagne, il y a 80% de taux de chômage. Et il y a déjà un redressement économique avec vraiment une guerre au talent, donc un besoin. Donc, ça devient un peu plus transactionnel. Et c'est vraiment parfois une question de temps à gagner, surtout si ce sont des postes cadres dirigeants, mais juste cadres. Donc là, à la limite, ce qui va être le plus important, c'est le CV, le diplôme et l'expérience, la dernière boîte, en fait. Et ensuite, il y a une négociation. Donc là, ça va se faire de façon très transactionnelle. Quand il s'agit de cadres dirigeants et de cadres de direction, là, forcément, il y a une partie relationnelle à laquelle on ne peut pas échapper. Mais on voit un écart, et je pense que la France reste assez conservative sur le domaine. Et les Pays-Bas, je dirais, on est un petit peu entre deux. On a certains côtés du marché anglo-saxon. On est plus international que la France, mais on n'est pas encore comme les Anglais. Les Anglais, c'est vraiment du spam, c'est comme les Américains. En fait, les Américains utilisent le recrutement presque comme le télémarketing. D'accord. C'est vraiment industriel. Industriel, oui. Et est-ce qu'il y a déjà des retours, j'ai envie de dire, le ROI de ce genre de pratique, c'est-à-dire en termes d'impact sur l'efficacité du recrutement, la qualité du recrutement, la durée dans le poste, ou c'est trop tôt pour s'en rendre compte? Si, il y a dans les boîtes qui ont vraiment une croissance liée au nombre d'effectifs embauchés, donc beaucoup de boîtes comme les startups qui en fait ont des produits et des chiffres d'affaires par commercial, par exemple, ont un temps, mesurent aussi l'efficacité de leurs recruteurs en interne ou en externe sur le nombre de semaines qu'ils ont mis à embaucher leurs commerciaux. Et ensuite sur la durée du commercial, et donc c'est complètement mesuré. Mais il y a une limite. Donc, comme je disais, la limite, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez fait le tour, et de toute façon, quand il n'y a pas assez donc la réputation de votre entreprise, de toute façon, va avoir un impact, et le relationnel va devenir de plus en plus important, surtout quand les candidats en auront assez d'être chassés 10 fois par semaine.
Mais vous-même, par exemple, dans votre cabinet, à part LinkedIn, est-ce qu'il y a des outils spécifiques digitaux, nouveaux ou pas, que vous utilisez en particulier ou vous trouvez intéressants? Oui, alors je travaille beaucoup avec des boîtes de software sur du conseil, surtout pour des services internes de développement de software qui vont du talent mapping, hein, donc en interne l'évaluation d'un candidat, sa formation et le recrutement, et en faisant une loupe en fait, puisque ça démarre, on a besoin de ces compétences-là, elles ne sont pas en interne. Est-ce qu'on peut former les effectifs, oui ou non? Donc on fait un assessment. Si on ne peut pas les former, on les recrute. Quand on les recrute, donc on évalue s'ils sont performants et on continue. On n'y est pas encore à 200% comme j'aimerais que ce soit. Je pense que bientôt il y aura des produits comme donc nous on utilise beaucoup Google Drive, on utilise beaucoup Google Drive avec nos clients, donc on partage nos retours avec nos clients en simultané dans le monde entier en même temps. Donc ça c'est vraiment un outil intéressant, mais on s'aperçoit que l'idéal serait que les bases de données, parce qu'une base de données de recrutement n'est valide que 3 mois. Ensuite, c'est une base de données morte. Parce que vous allez changer de numéro de téléphone, vous allez changer de job, vous allez changer d'envie, vous allez changer de région. Donc, les boîtes s'aperçoivent qu'elles dépensent des milliers d'euros, de là à avoir des bases de données qui sont des bases mortes. Alors que LinkedIn ou Viadeo continuent à évoluer, et la personne qui évolue et qui change son adresse email ou qui change son numéro de téléphone est le candidat lui-même. Donc l'idéal ce serait de pouvoir combiner les deux. Mais aujourd'hui c'est pas encore de 100% le cas. Mais ça va arriver. C'est une question de. Après c'est une question, ça va être cloud-based, donc ça va se faire à mon avis dans les 5 années à venir. C'est-à-dire que mon agenda, comme mon téléphone portable, si demain vous changez de job et vous changez de numéro de téléphone et qu'on est amis sur LinkedIn, de toute façon, ça se fera de façon automatique et votre numéro sera changé dans mon job. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est pouvoir avoir un petit message pour pouvoir vous féliciter, vous envoyer des fleurs et puis un reminder pour aller déjeuner ensemble pour fêter ça. LinkedIn le fait déjà, hein, les petits messages, on a déjà un peu ça. LinkedIn a beaucoup a vraiment des coudées d'avance. Nous, on a utilisé Recruiter Lite, donc la version Recruiter de LinkedIn, c'est quand même $800 par partenaire. Les limites de Recruiter Lite, c'est que c'est le problème des candidats qui sont spammés. Donc les candidats qui disent si ça vient de LinkedIn direct, si on me dit pas c'est Alexandra qui m'a donné votre nom, oui. De toute façon je réponds plus. Ou si je le fais en anglais, comme il y a les anglais qui m'envoient 10 mails par jour, je réponds plus. Donc la limite au bout d'un moment c'est l'anonymat. Comme c'est vrai que moi toutes les lettres digitales, il y en a qui sont absolument intéressantes et que j'aimerais pouvoir garder, mais j'en reçois tellement que je les delete parce que sinon je peux plus travailler si je lisais toutes les lettres digitales que je reçois. Donc on se retrouve avec les mêmes problèmes de digitalisation que n'importe quelle autre industrie. Oui, c'est intéressant ça. À l'inverse, j'ai envie de vous dire quel rôle vous pensez que joue le recrutement ou le recruteur dans la transformation numérique des entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est quel impact il a aussi en fonction de qui est en charge de le faire. Parce que quand c'est fait par l'interne, par l'externe, quelle fonction est en charge de la décision, et est-ce que c'est un élément qui peut influer ou pas, enfin, ouais. Si je pense que ça a beaucoup d'impact et je pense qu'on commence à évoluer et à comprendre que le recrutement et la façon dont c'est fait est la première porte ouverte à une entreprise et à son image. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore énormément de travail. Et là, je vais donner des exemples concrets sans donner de nom parce que je trouve que c'est... voilà.
le nombre de boîtes qui ne répondent pas. Donc, comme tout est digitalisé, vous voyez une annonce sur... Merci de donner un nom qui est très bon parce que c'est pas un client aujourd'hui. Netflix, tout le monde en parle, c'est vraiment une boîte. Le siège Europe de Netflix est ici aux Pays-Bas, donc recrute énormément. Et forcément, ce sont des jobs qui sont très prisés. Les gens ont peur en voyant qu'il y a à peu près 100 ou 200 personnes qui ont postulé. Nous, on voit de l'autre côté les gens qui postulent, mais vraiment, mais il y a des gens qui ont absolument rien à voir avec le job. Donc déjà, ça a un effet inverse. Les gens ne reçoivent même pas de lettres. C'est pas très difficile d'avoir une réponse automatique en disant merci de votre candidature. Les sociétés en interne n'ont pas encore réussi à faire le lien entre le nombre de candidatures spontanées ou de candidatures directes qu'ils ont et le suivi avec les candidats. Et le problème, c'est que quand on a une mauvaise expérience, on va en parler à une dizaine ou une vingtaine de personnes et ça a un impact sur l'image que les candidats ont des entreprises. Et il m'arrive très très souvent chez certains de nos clients de faire ce qu'on appelle du damage control, c'est-à-dire de devoir être obligé de rappeler les gens. Ah d'accord. Voilà. Mais j'ai été appelée, il a fallu que j'aille en rendez-vous, j'ai jamais rien entendu, je sais pas, je connais pas la suite, je comprends pas, j'ai plus rien entendu. Ça ne coûte pas cher de pouvoir envoyer un petit mail en disant voilà, il y a eu un autre candidat qui était plus près de ce qu'on recherchait, mais on garde votre CV dans notre base de données. Ce sont des choses à faire et qui ont un tel impact sur l'expérience des candidats. On a un candidat placé pour 100 candidats approchés. Mais les 99... C'est un ratio moyen ou ça dépend? C'est un ratio moyen. C'est un ratio moyen. Les boîtes font appel à nous quand le job est difficile à remplir. S'ils peuvent le remplir tout seuls, ils n'ont pas besoin de payer un cabinet. Mais même en interne, ils ont une boîte comme Nike avait jusqu'à 5000 candidatures spontanées par semaine au niveau mondial. 5000 par semaine, c'est incroyable. Donc il faut presque un outil. D'où ce que je comprends pas, c'est que justement la digitalisation offre de plus en plus de possibilités de suivi. Même si c'est une lettre automatique, on peut quand même suivre, on peut avoir une réponse. Pourquoi ne pas l'utiliser au niveau du recrutement pour donner une meilleure expérience aux candidats? Parce que les candidats qui 3 fois vont pas avoir de réponse, vont pas pouvoir passer par les standards téléphoniques ou vont pas savoir quel a été le résultat de leur interview, viendront plus jamais postuler à un job pour la boîte qui les a chassés. Et est-ce que le digital au sens large a changé pour vous des critères de recrutement dans la manière d'abord dans les critères de sélection des candidats ou pas forcément? Au-delà de compétences métiers, mais est-ce que du coup ça a développé d'autres types de compétences qui étaient moins demandées, d'autres types de personnalités qui sont plus demandées qu'avant? Est-ce que ça influe de manière plus profonde sur les attentes ou... Clairement, business savviness, donc l'expérience digitale sont demandées maintenant quasiment partout. Donc ça a un impact aussi sur dans n'importe quel métier, c'est-à-dire que même un recruteur, on va lui demander d'être à l'aise avec tous les outils digitaux. Donc quelqu'un qui vient vraiment de l'ancienne école, qui n'aura jamais travaillé avec du digital et les réseaux sociaux, aujourd'hui a beaucoup de mal à se replacer. Des industries changent, donc ce que je disais sur 90%, au grand de la crise, sur 90% des fonctions recherchées, il y avait sur 100% des fonctions recherchées en externe, il y avait 90% techniciens et software. Donc c'est impressionnant, c'est vraiment des virages complets. Donc ça a beaucoup d'impact. Après, je pense que les diplômes restent, on se aperçoit en ce moment, mais je ne sais pas si c'est lié à la crise ou à la digitalisation, que les diplômes, surtout en France par exemple, deviennent de plus en plus importants. Mais c'était la même chose aux Pays-Bas ce matin aux nouvelles. Il y a vraiment un
problème. Le chômage accroît énormément pour les non-diplômés. Donc de plus en plus, c'est important d'avoir un diplôme pour trouver un job. Est-ce que ça a à voir avec la digitalisation ou pas? Oui. C'est un petit peu trop... Ouais, c'est un petit peu difficile de savoir. Et puis après, ça va dépendre des métiers. Mais même dans la santé, quand vous regardez... un médecin aujourd'hui est obligé de pouvoir se servir de l'informatique et de tout se faire en numérique. Donc c'est un petit peu difficile de plus... sinon, on est un peu un dinosaure. Sinon... Mais je pense que ça, c'est l'évolution du temps. Quand on regardait en 1900, les femmes n'avaient pas le droit de faire de vélo. On oublie parfois à quel point. Donc, pour moi, c'est juste une évolution. C'est une évolution dans la façon de communiquer. Un impact que la digitalisation a, c'est l'anglais. D'accord. Voilà. Nous, on n'y pense pas beaucoup parce que les Hollandais parlent tous anglais. Mais clairement, on a quand même, quand on fait des recherches internationales, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de candidats français qui perdent encore leurs moyens quand ils ont un interview ou un Skype en anglais où ils sont moins à l'aise. Et ça, par contre, aujourd'hui, ça devient vraiment un must, même pour un job français. Sur le marché spécifique des cabinets de chasse de tête, si on veut dire, vous, de ce que vous voyez, comment s'est reconfiguré le marché ? Est-ce que globalement c'est un marché qui est en croissance, en régression? Est-ce qu'il y a des offres de services différentes qui ont dû émerger pour que les uns et les autres se différencient? Comment ça se passe? Alors c'est un métier au niveau global qui est toujours en croissance. D'accord. Je l'aurais jamais cru quand je suis arrivée en 2008 et qu'on est passé de 100 fonctions à 10 par jour. Donc, je travaillais dans un gros cabinet international et on voyait donc les offres mondiales. Donc, on voyait le CIO d'Adidas, le patron de Carrefour en Chine, et on pouvait tous aider sur les chasses internationales. Et sur une centaine publiées par jour, on est tombé à 10 publiées par jour. Donc, on voyait vraiment un énorme impact de la crise. Mais il y a un tel désaccord entre recherche et demande que c'est quand même un métier qui continue à croître. Donc c'est un métier entre les 10 et 100 milliards de dollars de business. Donc ça dépend un petit peu si on prend les métiers d'intérim aussi, les métiers de talent en interne ou externe. Donc, mais c'est vraiment une grosse industrie. Comme je disais, les cabinets de très haut niveau se sont consolidés après avoir beaucoup souffert. Et à la limite, certains cabinets comme Egon Zehnder sont vraiment devenus le succès en la matière au niveau job internationaux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une entreprise a un problème en Chine. Elle veut s'assurer pour son patron chinois d'avoir la même qualité que la qualité qu'elle a en France ou qu'elle a aux États-Unis, et elle va faire appel à ces cabinets internationaux et on en compte 5 sur les doigts. Voilà, on en compte 5 mondiaux. Ensuite, le niveau en dessous, comme je disais, les cabinets moyens ont beaucoup souffert. Là où on voit un changement, ceux qui s'adaptent et ceux qui vont pouvoir survivre sont très légers au niveau de frais fixes. On est une société de service et c'est très important d'avoir des frais fixes très légers. Donc normalement, vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin d'un ordinateur et d'une voiture et c'est tout ce dont vous avez besoin. Quand vous travaillez beaucoup, vos frais de téléphone et d'internet vont augmenter. Quand vous travaillez pas beaucoup, les frais vont baisser. Il n'y a pas besoin de frais fixes élevés. Donc tout ce qui était avant glamour et qui faisait partie de l'ancienne école de la chasse de tête, ça disparaît. Les clients ne veulent plus payer non plus pour des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a fait énormément évoluer la chasse de tête. Ce qui permet aussi aux cabinets anglais, par exemple, d'être très efficaces sur certains marchés européens. On voit beaucoup de cabinets de 2, 3, 4 personnes qui d'Angleterre font des recherches spécifiques dans le domaine du jouet ou dans le domaine du software ou dans des domaines très spécialisés. Maintenant, quand on regarde en évoluant un peu plus pour le futur,
les sociétés demandent de plus en plus de spécialisme. Parce qu'ils ont quand même des problèmes à rentrer donc des candidats spécifiques dans un domaine d'activité et ils demandent à ce qu'on soit vraiment un partenaire et qu'on les aide à attirer les candidats qui ne peuvent pas attirer. D'ailleurs, j'allais poser la question, du coup, quelles sont aujourd'hui les demandes principales, essentielles des entreprises qui vous sollicitent? Et j'ai envie de dissocier deux choses, si vous le faites, la part entre les besoins vraiment exprimés et puis ce que vous percevez comme étant des vrais besoins mais qui ne sont pas vraiment exprimés. Alors, il y a eu depuis 2008, il y a eu beaucoup de changements. En fait, je crois que c'était le président d'Heineken qui me disait, président d'Heineken vient du métier des ressources humaines, me disait qu'après la guerre, le métier de ressources humaines était le métier clé pour devenir chef d'entreprise. C'est quelque chose qu'on a complètement oublié aujourd'hui, mais comme il n'y avait pas assez de monde sur le marché du travail. Il y avait eu énormément de décès pendant la guerre. Il y avait donc quand on y repense, oui, c'est les cours d'histoire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'immigration parce qu'il n'y avait pas assez de gens sur le monde du travail. Donc le métier de ressources humaines était le métier qui amenait au métier de GM, de General Manager. Ensuite, ça a été le métier marketing, ensuite métier vente. Pendant la crise, c'était, on disait toujours, l'ère des Finance Directors, du CFO, Chief Financial Officer. Depuis 2012, 2013, et là, alors vraiment, depuis l'année dernière, c'est impressionnant. Deux métiers sont très importants, le métier du digital et le métier commercial. Donc, on s'aperçoit que les sociétés nous demandent vente, croissance, et possibilité de transformer son business model digital si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est les deux besoins les plus importants. Dans ce qu'on ne nous dit pas, et ce qui est un petit peu dommage, on nous demande beaucoup de copier-coller. Alors même aux Pays-Bas, ça c'était une de mes questions, parce qu'en France, j'ai envie de dire c'est malheureux, mais c'est reconnu. Mais est-ce qu'aux Pays-Bas c'est pareil ou c'est quand même un peu différent? Oui, non, c'est dans le monde entier. C'est copier-coller. Alors je pense que ça va évoluer comme on voit un redressement. Je pense que les boîtes ne vont pas avoir le choix, elles vont être obligées de se diversifier à nouveau parce que de toute façon, elles n'auront plus le choix. Mais aujourd'hui, ce que nous disent les clients, c'est « j'ai pas le temps ». Donc en fait, c'est un peu le problème de nos jours, hein. Il n'y a jamais le temps, que ce soit une boîte de private equity où il n'y a jamais le temps. Le recrutement doit être fait pour hier matin. Et ils n'ont pas le temps de laisser quelqu'un apprendre le métier. Et nous, on essaie de leur expliquer souvent, mais écoutez, ce que vous cherchez aujourd'hui n'existe pas dans votre industrie. Donc, pourquoi me demandez-vous d'aller chercher chez votre concurrent quelqu'un alors que vous êtes le numéro 1? Je ne vois pas comment votre concurrent, puisqu'ils sont numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 5, vont pouvoir vous amener les compétences que vous recherchez. Cherchez plutôt dans d'autres industries. Mais ça reste, ils disent, oui, mais on n'a pas le temps, on veut que quelqu'un en 3 mois soit opérationnel et donne des résultats. Ce qui n'est pas forcément... Alors, on a 2-3 petits succès d'exemples différents. Et c'est toujours pour moi, c'est la fête. Quand j'arrive à mettre quelqu'un... je ne sais pas si vous connaissez une boîte qui s'appelle Hunkemöller. Hunkemöller, c'est le concurrent de Victoria's Secret. Oui. Donc de Princess Tam Tam. C'est une grosse boîte de private equity retail qui est basée aux Pays-Bas mais qui est vraiment internationale. Et on a mis leur responsable e-commerce de chez Dell. Donc c'était quelqu'un avec qui je travaillais. Et en plus de la partie B2B Dell, pas B2C mais B2B. Mais je savais au niveau personnalité, au niveau connaissance, on a cherché partout. Il voulait à tout prix quelqu'un, si possible, anglais venant du retail et de fashion retail. Donc on a fait, et la personne qu'on a placée marche du feu de Dieu, se plaît et le board est super content de lui. Mais bon, ça c'est quand même des exceptions. C'est les exceptions qui confirment la règle. Mais quand ça arrive, à chaque fois, je suis là, yes. Donc c'est plus l'effet de, quelque part, une sorte d'effet de crise et de stress et d'insécurité qui fait que tout le monde... voilà. Tout à fait, mais à 200%. Et c'est pareil avec les diplômes. Moi, je suis persuadée que les diplômes, bien sûr, un diplôme universitaire ou de grande école prouve que quelqu'un est capable
au niveau intellectuel ou quotient intellectuel d'étudier, de travailler dur pour avoir son diplôme, mais c'est vraiment quelque chose. Est-ce qu'on va demander à un PDG de 50 ans quelle étude il avait fait quand il avait 20 ans? Si ça se trouve, il était au CEMU ou... Mais je trouve ça très contradictoire justement avec la digitalisation et l'expérience du digital, parce que quand on le fait, d'abord, tous les praticiens d'aujourd'hui l'ont appris en le faisant, on ne l'a pas appris à l'école. Et ensuite, c'est quelque chose qui évolue, donc c'est plus une sorte de capacité d'apprendre qui n'est pas du tout garantie par beaucoup de diplômes un peu classiques. Donc c'est assez contradictoire finalement. C'est tout à fait contradictoire. C'est exactement, mais à 200% ce que vous dites, c'est une question de manque de confiance, en essayant de se rattraper, se rassurer à certaines données qui peuvent être un diplôme ou qui peuvent être... on a eu l'exemple chez Samsung, on fait pour Samsung du Succession Planning Time Mapping. Donc on cherche dans le marché pour toute la direction les potentiels qui pourraient remplacer si demain le directeur pour la partie télécom ou le directeur pour les télévisions s'en va, qui peuvent les remplacer du jour au lendemain. C'est un exercice qui est un petit peu artificiel parce que il faut que le timing soit bon. Ils ont eu l'année dernière un problème énorme avec le directeur Télécom France, qu'ils n'ont pas pu remplacer. Ils ont mis plus de 6 mois à le remplacer. Et les Coréens ont dit, oui, mais si on est les numéros 1 de très loin, pourquoi allons-nous chercher nos successeurs chez les concurrents? Donc il y a quand même eu une prise de réalité. Maintenant, dans la pratique, si on présente 3 candidats et qu'il y en a un qui vient de l'aéronautique ou qui vient de... moi, je reste persuadée que les compétences qui ne sont pas des compétences qui sont subjectives sont beaucoup plus importantes, à savoir, est-ce que la culture d'entreprise va correspondre à votre personnalité? Est-ce que voilà, ça c'est beaucoup plus important et ça va déterminer beaucoup plus le succès d'un candidat que son CV. Est-ce que, là je réagis, est-ce que pour vous, dans vos critères, les candidats qui sont très actifs en ligne, par exemple ceux qui vont remplir beaucoup plus leur profil ou qui ont des blogs, est-ce que c'est des éléments que vous regardez, que vous recherchez, qui sont des éléments de distinction ou pas tellement finalement? On revient quand même aux compétences du CV. J'ai envie de dire quel impact du coup la réalité digitale a dans les critères de... Ça va dépendre un peu du job. Donc par exemple, quand on cherche quelqu'un dans le digital, ça a un impact énorme. Donc quand on cherche quelqu'un dans le digital, et alors dans la communication digitale, j'en parle même pas, les CV ont rien à voir avec un CV classique. On demande des preuves, pas mal de travaux qui ont été faits. Donc quand on cherche quelqu'un dans la communication, dans le digital, là, ça a beaucoup d'impact. Et si je cherche un responsable financier... Pas tellement. À la limite, s'il a un blog, ça va plutôt me faire peur qu'autre chose, parce que je préfère qu'il se taise. Voilà. Par contre, je veux qu'il soit certifié, qu'il ait les derniers diplômes en date pour être sûr de ne pas me retrouver. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que son profil LinkedIn, la photo qu'il a sur son profil, le nombre de gens qui ont encore l'autre jour, je voyais quelqu'un avec un verre de vin à la main, c'est vraiment la photo de vacances. Ou alors avec le bébé dans les bras. Non, LinkedIn c'est professionnel, Facebook c'est privé. Alors ça c'est des choses que j'aimerais pouvoir... voilà, j'ai donné plus de conseils aux candidats parfois et faites attention là où vous mettez les informations. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'utiliser maintenant Facebook au niveau professionnel aussi. Je trouve ça assez délicat, je trouve ça assez difficile. Je trouvais ça intéressant que 15 à 20% des offres d'emploi publiques Internet sont mises sur Twitter. Mais c'est logique puisqu'il y a une colonne sur LinkedIn, hashtag Twitter. Oui. Après, ça va dépendre du type de job. Si vous êtes demain chez Casino en train de chercher des caissiers ou du personnel de vente dans un magasin avec un turnaround qui est très très rapide,
vous avez besoin d'outils différents et vous avez besoin de médiums très différents si vous cherchez le directeur du sud de la France. Directeur du sud de la France, la chance qu'il regarde, s'il cherche son job sur Twitter, va être très, très, très limitée. Par contre, il va peut-être regarder en effet sur LinkedIn, il va sans doute regarder sur LinkedIn, sur les sites de chasseurs de tête, pour voir s'il y a un job intéressant dans le sud de la France. Est-ce qu'il y a des pays ou des secteurs ou des pratiques qui vous inspirent particulièrement dans la manière dont ils utilisent le digital, par exemple, en matière de recrutement? J'aime bien m'inspirer quand même de beaucoup de choses qui se font aux États-Unis. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Je pense que par exemple, c'est pas du tout encore en Europe le cas, mais je pense qu'une video presentation, ça peut être sympa. On voit ça évolue maintenant sur les startups, donc des petites boîtes maintenant font une présentation sur YouTube. Donc je pense que c'est quelque chose qui va arriver aussi. Je pense qu'un candidat va avoir une présentation de lui-même, mais ça sera déjà un tel plus. On entendra la voix, on verra la façon dont il se présente. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose aux États-Unis qui est un plus. Ce que j'aime moins aux États-Unis et en Angleterre, c'est le côté très très commercial qui est un trop transactionnel et un peu impersonnel. Mais je dois avouer que je trouve qu'un pays comme la Hollande ou les pays scandinaves est un petit peu intermédiaire. Et sont voilà, il y a encore un petit peu de relationnel, mais utilisation des produits digitaux. Et pour moi, c'est le futur, c'est obligatoire. Le digital permet de gagner plus de temps pour pouvoir passer du temps de qualité avec les candidats. Donc ça devrait être le but. C'est comme un assessment en ligne. Myers-Briggs, où maintenant il y a tellement de moyens de mesurer en ligne, en digital, certains faits qui sont des préférences des candidats. Pourquoi ne pas l'utiliser? Par contre, ça ne remplacera jamais le temps qu'on doit passer en face à face en se parlant en direct. Vous répondez du coup à une de mes dernières questions, qui était un peu l'introduction, c'est au fond, qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qui ne change pas tellement? Ce qui a vraiment changé, c'est donc la communication, la rapidité de communication. On peut tous se parler. Quand tout le monde parlera anglais à 50%, ça changera encore plus vite. La globalisation, la flexibilité, donc ça a énormément changé. Le fait que maintenant la chasse de tête, c'est quelque chose qui s'accompagne un peu partout et qui est de plus en plus fait de n'importe où, n'importe quand. Ce qui change absolument pas et ce qui changera jamais, c'est le rapport humain. Donc et j'espère que ça restera parce que je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence après sur un recrutement efficace et heureux contre un recrutement malheureux. Parce qu'au bout du compte, beaucoup de choses qu'on oublie, c'est pourquoi vous allez prendre un nouveau job. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que vous avez besoin de plus d'argent? Est-ce que vous êtes malheureux là où vous êtes? On a des candidats qui, à la dernière minute, ne peuvent pas faire un divorce parce que leur femme a le cancer. Des choses. On est dans un métier humain et il ne faut pas l'oublier. Et le travail, c'est quand même 10 à... Ouais, en France, c'est 35 heures, mais officiel. C'est quand même 35 à 60 heures de sa vie et c'est quand même important que ce soit vraiment heureux, que ça donne de l'énergie. Donc pour moi, le digital permet de passer plus de temps. C'est comme de faire ses courses en ligne. J'adore faire mes courses en ligne pour acheter des packs de Contrex, mais j'aime bien passer chez mon fromager ou aller acheter un jean ou passer du temps avec des copines. Donc voilà, j'aurai plus de temps avec mes copines parce que je ne serai pas en train de faire la queue chez Carrefour. Et pour finir sur une note un peu plus personnelle, vous aujourd'hui dans votre métier, dans votre pratique, qu'est-ce qui vous frustre le plus? Comment vous aimeriez le résoudre, si vous pouvez? Le copier-coller. Le copier-coller. Le copier-coller, et quand même, on a un problème de société qui a déjà démarré quand j'ai commencé dans la chasse de tête, si on doit tous travailler jusqu'à 70 ans, comment embaucher des gens je vais dire la soixantaine pour ne blesser personne, hein, mais soyons honnêtes, passer parfois la cinquantaine. C'est vraiment
le stéréotype du début de quarantaine ayant travaillé dans le monde entier, étant complètement bilingue, ayant un look absolument parfait, c'est vraiment le stéréotype de que toutes les boîtes veulent embaucher des candidats comme ça, et c'est un petit peu superficiel quand même. Voilà. Donc ça, j'aimerais, je sais pas comment résoudre mais j'aimerais pouvoir aider un petit peu parce que je me dis voilà, demain on va tous bosser jusqu'à 70 ans. Alors est-ce que je peux quand même encore aider quelqu'un qui a 60 ans à trouver un job malgré la transformation digitale? Merci beaucoup Stéphanie. Ben, merci à vous, enchantée, puis à une prochaine fois en direct, en face à face, à Paris.